Bonjour, mon nom est Olivier Perret de la compagnie Rockwell Automation à Montréal. Le but de ce webinaire, je m'en excuse, enregistré par la suite, est de vous présenter l'approche canadienne quant à la sécurité en électricité basée sur la norme CSA Z462, qui est tout simplement la sécurité en matière d'électricité au travail. La sécurité en électricité au Canada, les normes et règlements. Le Code canadien d'électricité, CEC, qui constitue la base pour les codes provinciaux et municipaux. Le Code canadien du travail, la partie 2, qui s'applique aux organisations sous réglementation fédérale. Les règlements provinciaux, qui s'appliquent aux organisations sous réglementation provinciale, incluant la plupart des industries privées. Norme volontaire, qui est la norme CSA Z462. Quelles sont les lois et les normes canadiennes pour encadrer la sécurité en électricité dans le milieu de travail? Nous avons d'abord le Code canadien du travail, la partie 2, les sections 122 à 160, les responsabilités spécifiques des employeurs et des employés, des comités qui sont mis en place de santé et de sécurité, des représentants des agents, refus de travailler, appels, pénalités, etc. Nous avons aussi CSA, qui est l'Association des normes canadiennes, qui écrit de l'industrie de normes consensuelles qui sont beaucoup plus spécifiques que les lois et les règlements. Nous avons le Code canadien de l'électricité, qui est à l'intention de ceux qui conçoivent, installent et vérifient des installations électriques. Les pratiques de travail sécuritaire ne sont pas toujours dans le Code canadien de l'électricité. Et enfin, nous avons les lois provinciales et les règlements. Au Canada, les règlements provinciaux par rapport à la sécurité en électricité. Bon nombre des règlements portant sur la sécurité électrique sont propres à chaque province. Donc on va retrouver la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, avec la loi sur la santé et sécurité au travail, et les règlements sur la santé et sécurité au travail, appliqués par la CSST, donc la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Nous avons également des règlements provinciaux pour le Nouveau-Brunswick. On parle tout simplement des Occupational Health and Safety Act, qui sont la plupart énumérés ainsi dans les différentes provinces et territoires. La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, l'île de Prince-Édouard, le Yukon, territoire du Nord-Ouest et Nunavut. Une particularité pour certaines provinces ou territoires, c'est d'avoir des règlements qui sont liés à l'extraction minière. Quelles sont nos chances? Pour un travailleur, en exemple, en Ontario, les chances de revenir à la maison au moins une fois dans l'année en raison d'une blessure électrique au travail sont de 1 sur 82 000. C'est à peu près la moyenne sur la population des travailleurs. Si votre travail exige que vous soyez bien évidemment à proximité de conducteurs exposés et sous tension, la probabilité de blessure électrique est un peu plus élevée. Ces statistiques présentées ci-dessus ont été obtenues de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada et Statistique Canada et CBC. Sans compter les impacts de foudre et les contacts avec les lignes à haute tension, plus de 5000 personnes ont été en arrêt de maladie dû à des expositions à l'énergie électrique au Canada depuis 1999. Et plus de 100 personnes en sont mortes. Ce sont des statistiques présentées ayant été obtenues de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada. Aussi, de 1999 à 2009, pour reprendre l'exemple de l'Ontario, seulement 48 personnes ont souffert de brûlures du 3e degré et en 2009, 82 personnes ont été blessées avec des pertes de temps au travail en Ontario en raison d'exposition à de l'énergie électrique, choc, éclair d'arc ou souffle d'arc. Les travailleurs en électricité représentaient pour 22% des décès au travail entre 2006 et 2010. Les électriciens comptent au moins 2 blessés critiques par année. Les incidents de sécurité avaient tendance à être associés, et c'est souvent le cas, à des pratiques de travail dangereuses. Comment cela arrive-t-il? Donc, Occupational Electrical Related Fatalities by Type of Work in Ontario. On a pris l'exemple de l'Ontario parce que c'est une présentation qui a déjà été faite en anglais il y a quelques mois par un de mes collègues.
Donc, j'ai gardé les mêmes, nous avons gardé les mêmes références de statistiques. On peut les approprier à la province du Québec ou à d'autres provinces sans aucun problème. L'exemple est quand même néanmoins frappant. Les statistiques sont frappantes, ce sont plus dans les réparations et la maintenance que l'on va les trouver des fatalités. À qui cela arrive-t-il? Le pourcentage est dédié, on va dire, malheureusement à des personnes qui ne sont pas des apprentis, qui ne sont pas des électriciens, qui ne sont pas des monteurs de ligne, mais beaucoup de corps de métier qui sont liés à travailler autour de l'électricité, autour de panneaux sous tension. N'empêche que des apprentis, des électriciens et des monteurs de ligne sont aussi des personnes qui font partie des victimes, on va dire, quant à des blessures reliées à l'électricité. Historique de la CSA Z462. Donc en 2004, NFPA 70E est en première revue par le comité technique de CSA Z460 en référence à la nouvelle norme de cadenassage, l'auto, lockout, tagout. NFPA 70E, c'est en fait l'équivalent de CSA Z462. Les deux normes s'homogénéisent et ont la même portée. L'une est états-unienne, l'autre est canadienne. Le comité technique recommande que CSA considère l'adoption de NFPA 70E en le convertissant dans une norme nationale canadienne. En mai 2005, deux organismes provinciaux de réglementation approchent CSA avec les demandes d'adopter NFPA 70E et de réduire les accidents de travail. En juillet 2005, CSA apporte des propositions aux autorités de réglementation canadiennes. En avril 2006, une demande écrite est envoyée à NFPA pour adoption. Le comité CSA Z462 est formé de la nouvelle norme et publié en décembre 2008. Harmonisé avec NFPA 70E 2009, les publications sont pratiquement identiques. Le Code canadien en électricité sur les dangers de choc et d'arc électrique. Donc, tout ceci est en anglais. Je n'ai pas pris la peine de les traduire. Canadian Electrical Part 1. Il doit être marqué au sol pour aviser les personnes des potentiels risques de choc et d'arc électrique. On doit déterminer également la sévérité à l'exposition potentielle, la planification de travail sécuritaire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le Code canadien en électricité avec les dangers et ce que nous disent les normes. Quels sont les lieux? Quels sont les lieux qui sont couverts? On va parler par la norme CSA Z462. On va parler des navires, des avions, des mines souterraines, centrales électriques et quelques autres. Je m'excuse pour les lieux qui ne sont pas couverts. Mais les lieux qui sont couverts sont les lieux publics et privés, les chantiers, les stationnements, sous-stations industrielles, les installations de conducteurs et les équipements qui se connectent à l'électricité, les installations pourvues d'utilitaires électriques, les compagnies en électricité. En résumé de CSA Z462, voici les points forts. Les différentes sections parlent du domaine d'application, la publication et ouvrage de référence, les autres normes qui se rapportent à des sujets spécifiques, les définitions. Il y a bien des définitions qui ont été précisées dans la refonte de la norme, c'est pas la refonte, mais disons l'amélioration de la norme CSA Z462 en version 2015. La section 4 parle des pratiques de travail sécuritaire en électricité, les exigences générales, les établissements d'une situation de travail sans danger électrique, des travaux présentant des dangers électriques, travail sous tension. La section 5 présente l'exigence de sécurité pour les travaux d'entretien. La 6, exigence de sécurité relative aux appareillages spéciaux. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a les annexes. Il y a donc la référence à des normes à travers CSA Z462. Donc pour
les Electrical Safety Programs, donc les programmes liés à la sécurité en électricité. On a au niveau canadien CSAZ 1000 et 1002 qui fournit un cadre pour les programmes de sécurité en électricité dans le système de gestion de la santé-sécurité de l'employeur. IEEE 3007-1 qui est l'implémentation, la mise en place de ce programme de sécurité en électricité. IEEE 3007.3 qui est la sécurité en matière d'électricité au travail. NCZ10 qui est l'équivalent de système de la gestion de la santé-sécurité au travail. ISO 12100 qui est l'évaluation de risque. Les normes sur la conception et l'installation des équipements électriques. On parle de CSAZ C22, Code électrique, Canadian Electrical Code. IEEE 6204 qui est Safety of Machinery Electrical Equipment. Et plusieurs normes de IEEE. Les normes sur les pratiques de travail. On va retrouver CSA M421 sur l'utilisation de l'électricité dans les mines, très intéressant. CSA Z460, les maîtrises des énergies dangereuses, cadenassage et autres méthodes. CSA 463, NFPA 70B, les lignes directrices sur l'entretien des systèmes électriques. La maintenance, en matière de les pratiques de sécurité sur l'électricité statique. On retrouve également les normes sur les vêtements côté anti-arc. Tout ça se retrouve dans Z462 version 2015 et les EPI, les équipements de protection individuelle et les outils. Donc les outils isolés, les tapis, comment est-ce que l'on doit nettoyer des vêtements qui sont côté anti-arc, la protection du visage et de la tête, comment sont cotés les vêtements anti-arc et de quoi ils sont constitués, les méthodes de test par rapport à une protection, les mesures de mise à la terre de protection temporaire, les gants isolés en caoutchouc avec les gants de cuir par-dessus également, isolés, les chaussures, les échelles, comment la sécurité au niveau des machines, la sécurité industrielle au niveau des robots, la symbolisation, les dommages pour la santé psychologique au niveau du milieu de travail par rapport à l'électricité, et un guide pour IEEE 1584 qui est en fait un guide pour le calcul des courants de court-circuit et des énergies incidentes. Cette norme IEEE 1584 est totalement embarquée à travers le logiciel EasyPower qui permet de générer des études arc flash, des étiquettes. Quelles sont les responsabilités? L'employeur est responsable de rencontrer les exigences du gouvernement et ou de CSA. Donc il doit mettre en place un programme en sécurité en matière d'électricité. C'est dans le chapitre 4.1.5. Il inclut les principes contrôle du programme de sécurité en matière d'électricité. On se rapporte à l'annexe E. Les procédures d'appréciation du risque, très mise en phase dans cette nouvelle version de 2015 de CSA Z462, qui est l'annexe F. L'entretien de l'appareillage, la vérification de la sécurité en matière d'électricité, la formation. L'employé est responsable de son côté d'appliquer et ou de superviser les procédures, de compléter une séance d'information. L'entrepreneur et l'employeur sont responsables des entrepreneurs et tierces parties sur le site, et on se réfère au chapitre 4.1.7 pour plus de détails. Programme de sécurité en matière d'électricité. Les employeurs doivent mettre en place et documenter un programme de sécurité en matière d'électricité dans l'ensemble qui dirige l'activité appropriée pour le risque lié au risque d'origine électrique. Il fait partie de l'ensemble du système de gestion sur la santé et sécurité dans le milieu de travail. On se réfère à l'annexe A, CSA Z1000, IEEE 3007.1, IEEE 3007.2 pour de plus amples informations et des conseils.
On doit considérer les conditions d'entretien des systèmes de l'appareillage électrique. On doit identifier les procédures à être utilisées avant que le travail ne soit débuté. On doit inclure une procédure d'appréciation du risque pour identifier les dangers, évaluer les risques et mettre en place des méthodes de contrôle des risques. On se réfère aux méthodes de contrôle hiérarchique de risque dans CSA Z1002. Quels sont les éléments du risque? On va les retrouver dans l'appréciation du risque en annexe F de la norme. Les éléments du risque, ce sont la gravité du préjudice ou du dommage pour la santé et la probabilité d'occurrence de ce préjudice ou du dommage, laquelle consiste en fréquence et durée d'exposition au risque, la probabilité d'occurrence de l'événement dangereux, la probabilité d'éviter ou de limiter le préjudice ou le dommage. Une estimation du risque doit être conduite pour chaque danger. On va retrouver cette évaluation de risque donc dans l'annexe F. On fait donc également, avant d'intervenir, une séance d'information, un job briefing. Donc, quels sont les travailleurs responsables versus les travailleurs en cause? Les dangers associés avec le travail, les procédures de travail impliquées, les précautions spéciales, les contrôles des sources d'énergie, les exigences des équipements de protection individuelle ou personnelle, et le permis de travail sous tension. Cette séance d'information, ça pourrait être nécessaire plus qu'une fois durant le travail, si quelque chose a changé. Et on se réfère à l'annexe I pour plus de conseils. La vérification de la sécurité en matière d'électricité. On doit auditer le programme au moins à chaque 3 ans. On doit auditer le travail à pied d'œuvre au moins une fois par année. Et on doit surtout documenter les audits, les changements. La formation. Type et étendue de la formation doivent être déterminés en fonction du risque pour le travailleur. Par exemple, le niveau de formation requis pour opérer une pièce d'appareillage électrique sera sensiblement différent que la formation requise pour maintenir, diagnostiquer, installer ou modifier un appareillage. L'énergie disponible, le type d'appareillage et les conditions de l'appareillage sont des autres facteurs qui affectent le risque pour le travailleur. La formation a besoin d'inclure les pratiques de travail liées à la sécurité, les exigences de procédure, incluant les procédures d'urgence et les relations entre les dangers électriques et les préjudices possibles. La formation est requise autant pour les travailleurs qualifiés et non qualifiés. Aussi, le type de formation sera sensiblement dépendant du public auquel on s'adresse. Et on doit reprendre ou repasser cette formation au moins tous les 3 ans. Le personnel qualifié doit être formé et informé sur la construction et l'opération de l'appareillage ou une méthode spécifique de travail. Il doit être formé quant à l'identification et l'évitement des dangers électriques. Il doit avoir des compétences et techniques pour distinguer les circuits sous tension. Il doit avoir les compétences et techniques pour déterminer les tensions nominales, être capable d'identifier les distances d'approche et l'usage approprié de barrières de protection. L'usage propre et la sélection et l'entretien des équipements des équipements de protection individuelle et des outils. L'exécution de la planification sécuritaire du travail. Et donc ce personnel qualifié doit être formé et informé également sur l'évaluation, évaluer le risque et appliquer les méthodes de contrôle appropriées de risque. Le personnel qualifié donc assure la sélection, l'utilisation et les limitations des instruments de test et doit démontrer comment utiliser un équipement pour vérifier l'absence de tension, comment dégager de façon sécuritaire les victimes de contact avec des conducteurs électriques sous tension à découvert. Donc, lorsqu'une tâche n'a pas été exécutée depuis plus d'1 an, le travailleur doit être reformé pour la tâche avant de l'exécuter de nouveau. L'employeur est responsable de s'assurer que chaque travailleur est en conformité par une surveillance régulière ou des inspections annuelles. L'utilisation de l'équipement électrique dans la section 4.1.8 de la norme couvre, donc cette section couvre l'usage et l'inspection des instruments et de l'appareillage d'essai portatifs, autant dans des conditions normales que dans des environnements extérieurs ou humides.
des conducteurs. Le chapitre 4.2 de la norme, c'est le processus d'accomplir une condition de travail. Comment accomplit-on une condition de travail électriquement sécuritaire? C'est une condition de travail électriquement sécuritaire qui sera atteinte lorsqu'exécutée conformément aux procédures NFPA 120.1 ou CSA chapitre 4.2 et vérifiée par le processus suivant. On doit déterminer toutes les sources électriques de l'appareillage, vérifier les mises à jour applicables des dessins, des diagrammes, tags d'identification, etc. Il y a 6 étapes qui doivent être exécutées. Et jusqu'à l'exécution de ces 6 étapes-là, une exposition potentielle à un danger électrique est toujours présente et le port des épis adéquats est exigé. Vous irez voir dans la norme en tant que telle. Le cadenassage. La section 4.2.2 couvre le cadenassage pour la mise hors tension et des équipements. Les aspects incluent la formation, responsabilité et vérification. Il est évident que Z460 est la pionnière parce qu'avant tout, on veut ne pas travailler sous tension. Mais des fois, ça nous est impossible. Donc, c'est ce qui a donné naissance à la Z462. Comment travailler sous tension quand ça nous est impossible de mettre hors tension et d'ouvrir les volets, les couvertures, les protections pour diagnostiquer, réparer un équipement électrique sous tension. Donc les aspects de cette section de 4.2.2 qui couvre le cadenassage incluent la formation, les responsabilités, les vérifications. Aussi, les procédures doivent être en fonction de l'expérience et la formation des travailleurs, des conditions telles qu'elles existent dans le lieu de travail. Elles concernent tous ceux qui pourraient être exposés directement ou indirectement à une source d'énergie électrique. Cela pourrait comprendre la mécanique et les autres corps de métier. On se réfère à l'annexe G pour des exemples de procédures de cadenassage. CSA Z460, qui est donc la norme de contrôle des énergies dangereuses au niveau du Canada, couvre le cadenassage de l'électricité autant que les autres sources d'énergie et les méthodes de cadenassage alternatives. Les travaux, chapitre 4.3, lui, couvre ce qui suit, des travaux présentant des dangers électriques. Donc, quand une condition de travail sécuritaire électriquement doit être établie et les pratiques de travail liées à la sécurité en électricité, quand une condition de travail sécuritaire électriquement ne peut être établie. 4.3.2.1, les conducteurs et autres éléments de circuit sous tension doivent être placés dans une situation de travail sans danger électrique avant que le travailleur soit autorisé à rentrer dans le périmètre d'accès limité de ces conducteurs ou éléments. Le cadenassage est toujours la chose que l'on va recommander en premier. C'est la méthode recommandée ou une condition de travail sécuritairement électrique avant de commencer. Pour plus d'informations sur le cadenassage, on se réfère à la norme CSA Z460, cadenassage, contrôle des énergies dangereuses et cadenassage et autres méthodes. Les considérations financières ne sont pas une raison valable pour travailler sur ou à proximité de circuits sous tension. Ça, c'est ce que nous dit la norme IEEE 1584 version 2002. Par ailleurs, le Code canadien en électricité requiert qu'aucune réparation ou modification ne doit être portée sur aucun appareillage sous tension, à l'exception lorsque la déconnexion complète de l'appareillage n'est pas faisable. Travail à effectuer sous tension. Le reste de 4.3.2 essentiellement traite des exceptions au chapitre 4.3.2.1. Désénergiser des circuits qui opèrent à moins de 50 volts n'est pas requis, à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation d'exposition à des brûlures électriques ou à des explosions dues aux arcs électriques. Le fonctionnement normal d'appareillage électrique est permis, à condition que il est installé et entretenu adéquatement, toutes les portes et volets sont fermés et sécurisés, il n'y a aucun signe de défaillance imminente. On se réfère à la note dans le chapitre 4.3.2.2.4. Permis de travail sous tension, donc vous allez trouver un exemple dans l'annexe J de la norme CSA Z462. Travail avec exposition
à des dangers électriques. Les méthodes de travail liées à la sécurité qui sont compatibles avec les dangers électriques et les risques connexes doivent être utilisées. Les pratiques appropriées seront déterminées avant que toute personne ne soit exposée à des dangers à l'aide d'appréciation du risque de choc et d'appréciation du risque d'arc électrique. On parle seulement des personnes qualifiées. Protection contre les chocs électriques 4.3.4.1. Appréciation du risque de choc devra déterminer la tension à laquelle la personne sera exposée, les exigences de périmètre, on va regarder les tableaux 1A et 1B, les épis nécessaires qui réduisent la possibilité de choc électrique. Les périmètres de protection contre les chocs électriques désignés comme limités et restreints doivent être applicables à la situation d'exposition du personnel à des conducteurs ou autres éléments de circuit sous tension. Il y a deux périmètres à considérer. L'accès limité, 2 périmètres pour le choc électrique. L'accès limité requiert une personne qualifiée pour le franchir. L'accès restreint, on se réfère à 4.3.4.4. C'est les personnes qualifiées qui peuvent le faire avec les épis. Périmètre de protection contre les chocs pour des systèmes AC. Donc on va retrouver dans ce tableau-là les différents périmètres, moins de 50 volts, 50 à 150, et ainsi de suite. Une définition qui est intéressante, c'est les conducteurs mobiles à découvert. Périmètre de protection contre les chocs. Pour les systèmes d'essai, on se réfère au tableau 1B. Donc à 15 kV et moins, le tableau 1A peut aussi être utilisé. Il sera conservateur. Le périmètre d'accès limité, donc entré seulement par des personnes qualifiées ou non qualifiées, escortées par une personne qualifiée. Le périmètre d'accès restreint, qui est entré seulement par des personnes qualifiées avec l'obligation d'utiliser des techniques et des équipements de protection contre les chocs. Et on va trouver que le périmètre d'accès interdit a tout simplement été banni de la norme en 2015. L'appréciation du risque d'éclat d'arc. L'appréciation du risque devra donc déterminer si un danger d'arc électrique existe. Et si, alors, les pratiques de travail liées à la sécurité appropriée, le périmètre d'arc électrique et les épis que le personnel devra utiliser à l'intérieur du périmètre. L'appréciation nécessite d'être révisée au moins tous les 5 ans et mise à jour lorsque des changements ont été faits sur le système. L'appréciation nécessite de prendre en considération la conception des équipements de protection contre les surintensités et ses temps de déclenchement et les conditions d'entretien. Les périmètres d'éclat d'arc, arc blast. Le périmètre arc flash, arc blast. Les périmètres d'éclat d'arc le périmètre devra être la distance à laquelle l'énergie incidente équivaut à 5 joules par centimètre carré ou 1,2 calories. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur les étiquettes AFB, Arc Flash Boundary. C'est là où le seuil de 1,2 calories par centimètre carré est atteint. Et donc, n'engendrerait pas une brûlure du second degré au-delà de ce périmètre-là. Donc, c'est la valeur de seuil de brûlure du deuxième degré. Les tableaux 4B, système AC ou 4C, système DC, annexe D et IEEE 1584 peuvent être utilisés pour évaluer le périmètre d'arc électrique. Quand une appréciation du risque d'éclat d'arc, analyse d'énergie incidente ont été complétées, le périmètre d'arc électrique peut être trouvé sur l'étiquette qui est appliquée sur l'appareillage. Le périmètre d'arc électrique peut être plus grand ou plus petit que le périmètre d'accès limité. On prendra celui qui est le plus critique et ça définira notre périmètre dans lequel on peut rentrer avec une personne qualifiée d'abord et en portant nos équipements de protection contre le choc et contre les arcs électriques. Il existe 2 méthodes pour la sélection des épis. Seulement une méthode peut être utilisée pour une pièce particulière d'équipement. Ne pas utiliser les résultats de l'analyse d'une énergie incidente pour spécifier les épis à partir du tableau 5. La première et préférée méthode est l'analyse d'énergie incidente.
Les épis et les vêtements côté anti-arc sont sélectionnés en fonction de l'exposition à l'énergie incidente associée dans la tâche spécifique, avec la tâche spécifique. Donc l'énergie incidente varie avec la distance de l'arc électrique. Une distance de travail standard, dépendant du type d'équipement sur lequel on intervient, est de 18 pouces pour des appareils cotés à 600 volts et moins. Les épis additionnels devront être utilisés pour toutes les parties du corps qui sont trop près que la distance de travail. Pour des informations sur le calcul d'énergie incidente, on se réfère à l'annexe D de la norme. La seconde méthode, souvent appelée la méthode des tableaux ou la méthode des catégories, utilise quelques tableaux à partir des normes basées sur les tâches. Dépendant de la tâche à être exécutée, une catégorie risque, danger, Hazard Risk Category, peut être sélectionnée dans le but de déterminer des épis appropriés. Néanmoins, il existe plusieurs limitations à cette méthode. Le courant maximum de court-circuit disponible et le temps maximum pour déclenchement sur le défaut doivent être connus. Ces valeurs sont typiquement trouvées en faisant une analyse d'énergie incidente, non pas en passant par la méthode des tableaux. La distance par défaut de travail doit être utilisée, normalement 18 pouces pour 600 volts et moins. Cette méthode s'applique uniquement pour des tâches énumérées dans le tableau 4A. Si notre tâche n'est pas énumérée, on augmente notre risque d'interprétation ou de jugement. L'appareillage qui vraisemblablement requiert un examen, des ajustements ou une réparation ou un entretien, alors que sous tension, doit être donc marqué dans le champ avec une étiquette contenant toutes les informations suivantes: tension nominale du système, périmètre arc flash, énergie incidente disponible avec la distance de travail correspondante ou la catégorie des épis à partir des tableaux, mais pas les deux à la fois. L'étiquette peut aussi contenir le niveau d'épis requis, c'est-à-dire la cote minimale d'arc ou le niveau d'épis spécifique selon le site. Elle doit comporter cette étiquette la date à laquelle les informations ont été déterminées. Donc vous avez dans cet exemple ce qui est demandé par le code électrique canadien, généralement l'identification dans la bannière du haut des avertissements, attention, danger. Dans la partie plus bas, séparée en deux colonnes, si on veut être plus détaillé, les dangers contre la protection contre les arcs, contre les éclats d'arc, puis la protection contre les chocs. Avec les périmètres, avec la classe de gants que l'on doit porter pour les chocs électriques. On va donner également le nom de l'appareillage et la date à laquelle cette analyse d'énergie incidente a pu être effectuée chez le client final. Tous ces calculs sont basés sur la norme IEEE 1584 au niveau des énergies incidentes. L'étiquetage de l'appareil, donc la méthode de calcul et les données à l'appui doivent être documentées, pas nécessairement sur l'étiquette. Lorsqu'une révision de l'appréciation du risque, au minimum donc tous les 5 ans, identifie un changement qui tend à rendre l'étiquette inexacte, l'étiquette devra alors être mise à jour. Le propriétaire d'un appareillage électrique, pas l'installateur ni le fournisseur, c'est le propriétaire de l'appareillage électrique qui est responsable de la documentation, l'installation et l'entretien des étiquettes modifiées sur place. Les étiquettes appliquées avant 2015 sont acceptables si elles contiennent l'énergie incidente disponible ou le niveau d'épis requis. Autre précaution pour les activités du personnel, être alerte. Être conscient des dangers potentiels en tout temps. Signaler toute déficience due à la maladie, blessure, fatigue, distraction, même personnelle, etc. Vous n'êtes pas autorisé à travailler sur ou autour d'appareillages sous tension à l'intérieur de l'approche limitée ou du périmètre d'accès limité, alors que votre vigilance est compromise pour une quelconque raison. On doit communiquer les changements dans le plan et réévaluer les dangers, mise à jour, planification de travail, etc. chaque fois que le plan change. Ne vous penchez pas aveuglément dans l'appareillage qui pourrait contenir des pièces sous tension exposées.
Les épis doivent être conçus et construits pour la partie spécifique du corps à protéger et pour le travail à effectuer. La protection décrite ici est conçue pour réduire les brûlures et nous rendre aptes à survivre. Elle ne garantit pas qu'il n'y aura aucun préjudice, même si l'équipement approprié est sélectionné et utilisé correctement. Il ne protège pas que contre les effets thermiques d'arc électrique, donc en raison de la nature explosive de certains événements d'arc. On va parler de arc blast. Des blessures peuvent se produire parfois mortelles en raison des pressions d'explosion et des éclats des particules. Quand l'énergie incidente est au-dessus de 40 calories par centimètre carré, il est fortement recommandé de ne pas travailler sur cet appareillage. On ne travaille pas sous tension sur cet appareillage. On va le mettre hors tension. On va le cadenasser. Donc la protection individuelle des vêtements côté anti-arc, elle est requise pour la tête, le visage, le cou, les yeux, les oreilles, le corps, les bras, les pieds et les jambes. On porte des vêtements côté anti-arc lorsque les niveaux d'énergie dépassent 1,2 calories par centimètre carré. C'est le seuil de la limite donc de l'énergie incidente pour une brûlure du second degré. On porte des protections non conductrices et côté anti-arc, pour la tête, le visage, le cou et le menton, les filets à cheveux et à barre doivent être non fondants et côté anti-arc. Des protections séparées pour les yeux, lunettes et des protections auditives seront requises. On porte des gants isolants en caoutchouc avec des protections en cuir, porter des chaussures de sécurité en cuir. Toutes les parties du corps à l'intérieur du périmètre de l'arc électrique doivent être protégées. La cote anti-arc ou arc rating, la valeur attribuée au matériau qui décrit ses performances sur l'exposition à une décharge d'arc électrique. Donc on parle de ATPV, la valeur de tenue d'arc, la valeur de tenue thermique aux arcs. Donc à l'énergie incidente nominale, il y a une probabilité de 50% qu'il y aura suffisamment de chaleur sous le matériau pour provoquer l'apparition de brûlures du second degré. L'énergie de seuil de perforation, puisqu'on a une explosion d'arc électrique, des particules qui volent. L'énergie de seuil de perforation EBT, c'est la quantité d'énergie incidente qui se traduit par une probabilité de 50% de former un ou plusieurs trous, 16 mm² ou 25 mm dans toutes les dimensions. Donc, porter des vêtements anti-arc n'est pas une garantie qu'aucune blessure ne va arriver. Vous trouverez ici une image du tableau 4A par rapport aux tâches qui sont effectuées, et le tableau nous dit, en fonction de l'état de l'appareillage, si nous devons porter ou pas des équipements de protection côté anti-arc électrique. Dépendant du type de panneau d'appareil sur lequel on intervient, on va retrouver alors la catégorie d'épis d'éclats contre les éclats d'arc ou les arcs flash, et on va trouver notre périmètre. Donc, si on utilise la méthode des tableaux, ce sont ces tableaux-là qui vont nous dire, dépendant de notre tâche, qu'est-ce que l'on doit porter. On sait que c'est très approximatif. Ça ne remplacera jamais le calcul d'une énergie incidente. Les lignes aériennes et souterraines, coupe et forage. La section 4.3.8 couvre le travail autour des lignes aériennes. Les lignes isolées comme non isolées sont traitées. Désénergisées versus barrière de protection. Responsabilité employeur et travailleur, distance d'approche, équipement véhiculaire, mécanique et d'élévation. La section 4.3.9 couvre les lignes et appareillages souterrains. Localiser les lignes avant l'excavation. La section 4.3.10 couvre la coupe et le forage. On localise les conducteurs et on effectue une appréciation du risque en premier. Minimiser les expositions, les niveaux d'énergie et l'exposition des travailleurs. Technique de conception des appareillages pour réduire le risque. Les équipements résistants aux arcs électriques, donc on en a certains appareils, des appareils de commutation, des centres de commande moteurs. Commutation et rayonnage à distance, c'est une façon de minimiser l'exposition et de diminuer les niveaux d'énergie.
la haute résistance à la terre, la limitation de courant, les fusibles et disjoncteurs à limitation de courant. Plus vite on va avoir éteint un arc électrique, plus vite on va pouvoir minimiser la quantité d'énergie incidente relâchée. Les bus couverts ou conducteurs couverts à l'intérieur de l'appareillage. Le verrouillage sélectif zone, la communication et logique de disjoncteurs. Des relais différentiels, comparaison de l'entrée et de la sortie de l'appareillage. Commutation en mode entretien, maintenance, sélection d'un paramètre de coupure plus rapide. On passe en mode maintenance sur un disjoncteur par exemple. Eh bien, notre capacité de déclenchement du disjoncteur va être beaucoup plus sensible. C'est ça notre setup que l'on va mettre en place. Une autre façon est des relais de détection d'arc flash, des détections optiques par fibre optique. L'entretien de l'appareillage approprié, on se réfère au chapitre 5.2.4 et l'annexe B. Exigence générale en matière d'entretien. Ça ne spécifie pas de méthode particulière ou de procédure, fixe seulement des exigences, les exigences en la matière. Les exigences visent uniquement à la sécurité des travailleurs. On se réfère à CSA Z463, 70B, NC, NETA, MTS et IEEE 3007.2 pour des conseils, plus de conseils. Les équipements doivent être entretenus selon les instructions du fabricant ou des normes de consensus de l'industrie afin de réduire les risques de défaillance. Entretien, test et inspection doivent être documentés. Les faits saillants. 5.3.5, dispositifs de protection. Les dispositifs de protection doivent être maintenus pour adéquatement résister ou interrompre le courant de défaut disponible et pour fonctionner conformément selon leur temps de fonctionnement. Lorsqu'applicable, les dispositifs de fonctionnement doivent être testés pour fonctionner conformément à leurs caractéristiques de temps courant. Note: un entretien incorrect ou inadéquat peut entraîner un délai d'ouverture plus long du dispositif de protection complet sur intensité, d'où une augmentation de l'énergie incidente. Dans les faits saillants, on trouve 5.4 le câblage du bâtiment, dans une autre section appareillage de commande, les fusibles et disjoncteurs, les machines tournantes, les emplacements dangereux, les accumulateurs et salles d'accumulateurs, les outils électriques portatifs et équipements connexes, les équipements de sécurité et de protection individuelle. Le chapitre 6 met en évidence des règles pour les outils spécialisés. Elle est divisée en plusieurs sections ou sous-sections suivantes. Donc, le chapitre 6.1 spécifie les exigences générales, un autre chapitre, les exigences pour les cellules d'électrolyse, encore un autre, les exigences pour les accumulateurs et les salles d'accumulateurs ou compartiments d'accumulateurs, les exigences pour les lasers, les exigences pour l'appareillage électronique de puissance, pour les laboratoires de recherche, développement. En résumé de 4.6.2 au niveau des annexes. Les annexes sont en fait informatives. Elles ne sont pas des éléments obligatoires de la norme, elles peuvent cependant être très utiles. Elles sont les suivantes. L'annexe A, c'est l'harmonisation de l'application de cette norme avec celle des normes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Ceci est particulièrement utile pour la santé des professionnels de la sécurité et les personnes chargées de créer et de mettre en œuvre un programme global de sécurité. L'annexe B traite de l'entretien électrique et sécurité. L'annexe C, ce sont les limites d'accès ou les périmètres d'accès, certaines informations plus détaillées sur des limites et comment elles s'appliquent. Les méthodes de calcul du périmètre d'éclat d'arc et de l'énergie incidente. L'annexe E, le programme de sécurité en matière d'électricité. E et F travaillent en conjonction avec l'annexe A. Les procédures d'appréciation du risque. On va retrouver également l'annexe G, les modèles de programme de politique de cadenassage, de procédures générales de cadenassage individuel et de procédures approuvées de maîtrise des énergies. Annexe H, les lignes directrices visant le choix des vêtements de protection et autres équipements de protection individuelle. L'annexe I, l'exemple de liste de contrôle de séances d'information et de planification. Un exemple du permis de travail d'électricité sous tension en l'annexe J. Des catégories générales de dangers électriques en annexe K, l'application de types de mesures de prévention dans une zone de travail de série d'électrolyse en annexe L,
Annexe M, superposition de couches de vêtements protecteurs et cotes anti-arc du système de protection vestimentaire. Très intéressant. Annexe N, exemple de procédures et politiques industrielles pour le travail à l'intérieur du périmètre d'accès limité, du réseau aérien ou souterrain de transport d'énergie. Elle examine cette annexe-là, à travers l'exemple, l'appréciation du risque au cours de la phase de conception, les considérations de conception et la réduction des risques et les méthodes de contrôle. L'annexe P est réservée en vue d'éventuels besoins futurs, vous ne trouverez rien là-dedans. Les étiquettes en annexe Q de mise en garde contre les chocs et les éclats d'arc électrique. Donc, est très utile cette annexe pour les concepteurs d'étiquettes. Annexe R, poste et appareillage, les informations et recommandations pour travailler autour des sous-stations. L'annexe S, les lignes directrices visant la protection contre les chocs attribuables à des décharges électrostatiques au moment de la fabrication. L'annexe T, réservée en vue d'éventuels besoins futurs. L'annexe U, comportement humain et sécurité en matière d'électricité au travail. Et l'annexe V, qui est la bibliographie. W demande des modifications à CSAZ 462 si vous en avez. En résumé, les équipements doivent être placés dans des conditions de travail électriquement sécuritaires avant de débuter leur entretien. Une analyse de risque de choc et d'arc électrique est requise avant d'approcher un équipement qui n'est pas dans une condition de travail électriquement sécuritaire. Une analyse de risque, une appréciation de risque. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le niveau de risque auquel vous êtes exposé au travail, incluant la conception et les conditions de maintenance de l'équipement, la formation, procédure, documentation, signalisation et étiquetage, les facteurs humains comme être alerte, l'attitude, la culture d'entreprise et le niveau d'expérience. Voilà. Je vous remercie de votre audience et s'il y a des questions, eh bien, elles me seront acheminées par la tribune de Easy Power, qui est le logiciel que nous utilisons au Québec, en Amérique du Nord, côté Est, pour les études d'arc électrique.